Je vais reprendre le bouquin de Talentes sur le red teaming, les tests d'intrusion physique. Je ferai une vidéo longue demain, je pense. Là, c'est samedi. Je vais vous reparler de quelque chose, quelques notes. Je vous conseille d'aller voir Jack Rhysider. Vous connaissez Darknet Diaries. Du coup, je vais tirer un petit peu mes propos de cette interview qui date d'il y a 6 mois. Où le titre, c'était Rare Interview where US Cyber Command reveals their ops. Donc, interview rare où l'US Cyber Command révèle leurs opérations. Donc c'était intéressant puisqu'il parlait de Red Teamer. Donc là, dans le monde militaire, le Red Team, vous savez que ça englobe beaucoup de choses. On va y revenir. Dans l'armée française, vous savez qu'on a fait une Red Team. On a lié à la fois des militaires et des civils. Et on a demandé notamment à des auteurs de science-fiction, de bande dessinée, d'imaginer des scénarios possibles pour les 30, 50, 60, 100 prochaines années. D'accord ? Il y a des scénarios qui ont été déclassifiés et malheureusement les scénarios les plus sombres ont été classifiés naturellement, mais ça c'est normal, c'est le jeu, on parle de la grande muette, elle porte bien son nom. Ensuite donc il y a ce principe de Red Team, je vous avais parlé de l'ISR, l'intelligence, la surveillance et la reconnaissance, même de CISR, parce qu'il y a également du serveur de command and control. Le cybercommand aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le US Cybercom, c'est l'un des 11 commandements interarmés de combat des forces armées des États-Unis. Leur but, c'est de diriger, synchroniser, coordonner les plans et les opérations dans le cyberespace pour défendre et faire avancer les intérêts nationaux en coopération avec des partenaires nationaux et internationaux. D'accord ? Je vous avais parlé de ce concept de 5D, pas de 5 dimensions, mais des 5D comme Deny, Degrade, Disrupt, Deceive, Destroy. D'accord ? Je vous laisserai traduire. Donc, on a le Cyber National Mission Force aussi, qui est intégré au sein du Cybercommand. Vous savez que nous, depuis quelques années, en France, on a quoi ? On a le commandement de la cyberdéfense, le ComCyber. Alors, on va parler un petit peu de la France vite fait, mais on a différentes choses qui viennent s'intégrer. On a tout d'abord le CGA, un groupement de cyberdéfense des armées, créé le 1er septembre 2020. Le CGA constitue pour le ComCyber le support de sa montée en puissance et le lieu de développement et de décloisonnement des compétences en cyberdéfense par la création d'une entité unique accueillant les socle techniques suivants. On a le CALID, le C2PO, le CACI. Son objectif est d'optimiser le soutien de ces unités en les mutualisant. Donc le CGA établit les besoins des armées, direction et services en réserviste de cyberdéfense, dont vous pouvez faire partie si vous le souhaitez. Encore une fois, je travaille pas avec l'armée, je ne suis pas militaire, je ne travaille pas dans l'enseignement. Je le répète, moi je suis un citoyen patriote. Alors c'est dévoyé, si je dis que je suis patriote, on va me dire t'es d'extrême droite. Non, je suis pas d'extrême droite, je suis pas d'extrême gauche, je suis apolitique. Et puis vous savez qu'une bonne partie, si je devais me situer, je serais plutôt pour un système à plat. Le recrutement, leur sélection, l'entretien de l'esprit de cette cyber-réserve de cyberdéfense, et ça anime la communauté des réservistes. Donc le regroupement, il vise également à consolider le continuum entre la protection et la cyberdéfense en favorisant sur les synergies entre ces domaines et les transferts de compétences associés, jusqu'alors répartis au sein d'unités distinctes. Donc ça forme le socle des unités de cyberdéfense. Le CGA, il sera intégralement regroupé en 2025 au quartier Stéphane, dans la région de Rennes. Vous savez que Rennes, c'est la mecque des maîtres des hackers, à l'issue d'une vaste opération d'infrastructure. D'accord ? Voilà. Donc voilà, ça bouge. C'est notre Silicon Valley à nous. Donc le CALID, c'est le centre d'analyse en lutte informatique défensive. C'est situé sur 2 pôles, il y en a un à Paris et un à Rennes. Jusqu'à son futur regroupement, le CALID est le centre de surveillance, de détection et d'alerte du ministère des Armées en cyberdéfense. Il fournit la première capacité d'intervention et d'analyse des événements de lutte informatique dite défensive. Ces missions peuvent être divisées en 3 parties: anticiper les menaces, détecter les attaques, conduire les opérations défensives et analyser les attaques, quand ils peuvent. Et des fois, tu peux analyser les attaques et il y a même des services qui rentrent dans tes systèmes et qui en ressortent. Et des fois, t'es impuissant. D'accord ? Donc, c'est très important pour nous et pour notre État-nation. Donc, on a le CERT, le Computer Emergency Response Team du ministère des Armées qui supervise les actions SOC, Security Operations Center des armées, direction des services des SOC de théâtre également. Il dispose d'une permanence 24 heures sur 24 et dans le cadre de groupes d'intervention en cyberdéfense qu'on appelle le GIC, le GIC, le CALID peut être amené à projeter son personnel sur le territoire national comme à l'étranger, en OPEX.
Alors, le CACI, Centre d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Le centre CACI, c'est un centre national dont la mission d'audit couvre 2 domaines. La sécurité des systèmes d'information, les SSI, et les signaux parasites compromettants, qu'on appelle SPC. Il intervient en métropole, en Outre-mer et sur des théâtres d'opérations dits extérieurs. Le CACI mène des audits de conformité et contribue à homologuer des systèmes d'information. La démarche d'investigation avant ou pendant la mise en exploitation des systèmes d'information et des bâtiments inclut un diagnostic menant à des recommandations. Les équipes d'audit doivent vérifier ou évaluer la qualité, l'efficacité, la cohérence des dispositifs qui sont mesurés et des procédures de sécurité. Donc on va essayer de mettre en évidence les vulnérabilités résiduelles et essayer de conseiller en vue de leur résolution. C'est exactement ce qu'on fait en Red Team, d'accord? Ou en audit, black box, d'accord? On va tester de l'extérieur. Ensuite, le C2PO, Centre Cyber de Préparation dite opérationnelle. Donc il va être en charge de l'entraînement des états-majors, direction et services, le MDS, au combat dans le cyberespace, c'est-à-dire qui s'occupe de la préparation d'exercices nationaux et internationaux de cyberdéfense, tels que l'exercice annuel interarmé, qu'on appelle DEFNET, qui met en œuvre un scénario réaliste et dynamique visant à tester la chaîne de commandement et la coordination entre les différentes entités du ministère en cas d'attaque cyber majeure, et l'exercice Lockheed Shield organisé par le centre d'excellence cyber de l'OTAN à Tallinn en Estonie. Je vous ai expliqué qu'à Tallinn on forme les cyber warriors, les cyber guerriers au sein de l'OTAN. Et pourquoi Tallinn? Parce que l'Estonie, vous savez qu'on a des hotspots pas très loin de l'Estonie. Si vous suivez un petit peu l'actualité, je pense que vous avez compris. Et on a même une école de cyber cosaque qui a été formée il y a maintenant 1 an, un peu moins, c'est en train de se faire. Il y a mon ami Occupy the Web qui s'en occupe, qui est dessus, qui a formé des gens de la CIA, de la NSA. Voilà, je le connais depuis 2012. C'est pas un ami, c'est une connaissance d'internet. Il a écrit 2 bouquins que je vous ai déjà conseillés. Il fait des vidéos avec notre autre ami David Dombal. Vous avez dû voir ses vidéos, donc voilà. Et TW, donc côté W, il est parti former les Ukrainiens notamment. Il est en mission actuellement et voilà, ça se passe bien. Et il y a les premiers cadets qui sortent de l'école. Donc voilà, on en a besoin. Vous savez qu'aujourd'hui, la composante cyber, on peut plus s'en passer, même si ça fait pas tout le boulot. Il faut quand même toujours rester en avance et garder cet avantage concurrentiel. Donc ça réunit une trentaine de nations, si on doit parler de Tallinn, d'accord? Et l'objectif, c'est d'évaluer les capacités de défense d'un réseau informatique complexe face à des cyberattaques, d'accord? Et enfin, je vais m'arrêter là pour la France. On a le CHPI, c'est le centre des homologations principales interarmées. Donc en fait son fonctionnement au sein du ComCyber, il a la qualité d'homologation principale interarmée qu'on appelle l'HPIA, et les missions du CHPI sont en fait de procéder aux études de sécurité aboutissant à l'homologation des nouveaux systèmes d'information du ministère avant leur mise en service opérationnel. À ce titre, il construit la première brique de sécurité des systèmes d'information du ministère au cours de leur vie opérationnelle. Et on parle du ministère de la Défense. Vous l'avez compris. Alors, je vais vous parler un petit peu des opérations du ComCyber, puisque il est rare qu'on communique là-dessus. Tout est secret, top secret, d'accord? Mais le problème, c'est que les services de renseignement occidentaux, c'est pas propre à la France, c'est pas propre aux Américains, ont du mal à recruter. Donc ils communiquent de plus en plus pour essayer d'attirer des jeunes. Moi, encore une fois, je suis pas payé par leurs services, mais si vous voulez servir votre pays, vous savez que vous avez maintes de possibilités, mais ça va être très dur, et puis il va falloir vous donner à fond, et vous pouvez travailler au ComCyber, comme Gendre, etc., 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 etc. D'accord? Donc voilà, ça c'est ma bonne action. J'essaye de les aider comme je peux, même si j'en fais pas partie. Alors, ce qui est bien avec les Américains, vous savez, c'est que on a beaucoup de documents, ils sont très transparents. Donc vous pouvez aller voir les différents grades, vous pouvez aller voir les manuels de l'armée. Je vous en mettrai, mais c'est comme ça que je vais lire la documentation de l'armée de terre, de l'armée de l'air, d'accord, de la marine, tout ça. Et puis maintenant on a le Space Command, donc c'est très intéressant, d'accord. Et il y a un papier de recherche stratégique qui s'appelle Enabling Mission Command Flow Cyber Power. Ça a été écrit par le colonel Kniff,
qui fait partie de l'armée des États-Unis. Et c'est intéressant puisqu'encore une fois, hein, le commandement, la gestion de mission à travers la puissance cyber. D'accord. Donc on voit bien que c'est depuis 30 ans, hein, mais c'est en train de monter en puissance, bien sûr, naturellement, au vu des derniers événements, ces 15 dernières années, la puissance cyber devient une force de projection comme une autre, hein, même si c'est dans le cyber, mais tu sais que ça peut avoir des impacts, d'accord. Donc, le commandeur, dans le jargon de l'armée américaine, c'est le leader de l'équipe, hein, c'est le team leader, d'accord. Alors, je vous avais parlé de la NRO, qui sont les yeux des 17 agences, mais qui vont aider à cartographier, à faire du géoint de limite. Et puis, on se prête les services. Hein. On peut avoir des gens du renseignement militaire, peu importe, qui fassent partie de l'armée de l'air, de l'armée de terre ou de la Navy, qui vont aider certaines unités. Chez les SEALs, je vous avais parlé de la Team 6 d'Evgo, qui sont vraiment les vrais Red Teamers, qui ont été d'ailleurs blessés sur différents champs, théâtres d'opération, d'accord. Et on a un programme même au sein de l'armée américaine. Si jamais tu es blessé et tu ne peux pas retourner sur le champ de bataille, eh ben tu vas devenir un hacker pour eux. D'accord. Tu vas avoir des formations accélérées, CEH, OSCP, toutes les bases. Hein. Tu as bien compris que non, c'est dans le monde militaire, mais c'est pour te faire des métaphores. Et ensuite, on les forme à la cyberguerre pour qu'ils puissent reprendre un service opérationnel. Mais cette fois-ci, dans le cybermonde. Donc, tu vois que les blessés, tu peux, s'ils ont toute leur tête, parce que c'est un autre problème, tu peux t'en servir après pour bosser en cyber. Tu vois, ils sont puisque ça coûte extrêmement cher de former un militaire et de former en plus des forces spéciales, c'est vraiment des milliards, des millions de dépensés si vous voulez des bonnes forces spéciales. D'accord. Donc, vous connaissez Formid, si vous avez entendu parler un peu de Snowden, c'est là qu'il a travaillé à la NSA avec ses collègues. C'est un centre de formation également pour l'armée américaine. Donc certains sont des civils, faut pas oublier qu'à la NSA, il y a beaucoup de civils qui y travaillent, mais la NSA ensuite va apporter des compétences techniques sur des opérations, d'accord, comme après les forces spéciales qui sont formées à l'intelligence peuvent apporter aussi des compétences. Donc c'est ce qu'on appelle le Combat Intelligence Cycle, le CIC. Je vous en parlerai une autre fois, mais au sein du renseignement militaire et dans certaines agences, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a ce qu'on appelle le S2. Le S2, justement, c'est l'intelligence de combat. On a un cycle. Je vous avais parlé du RIS, qui est le cycle au sein de l'OSINT. On peut faire de l'OSINT, alors encore une fois, avec éthique et déontologie, mais comme je vous disais, à un autre niveau, quand on n'est plus dans le monde des bisounours, vous savez qu'on peut faire de l'OSINT offensif, d'accord. Et dans le renseignement, on fait de l'OSINT offensif plus d'autres choses. Et l'intelligence de combat, c'est tout simplement cartographier l'espace, je vous avais expliqué, pour essayer de détecter des patterns, notamment des terroristes, si on parle de la guerre contre le djihad, les attentats qu'on a pu connaître sur notre sol, les opérations extérieures qui ont été menées, guerre d'Irak, d'accord. Ensuite, Afghanistan, on a besoin de donner de l'information, de lui donner du sens et d'avoir une stratégie, une supériorité technique, technologique et avoir de la bonne information. Déjà pour le commandement et ensuite pour les unités qui sont déployées, notamment les forces spéciales, il faut donner de l'information pour pouvoir les protéger, d'accord. On a des missions dans l'armée de l'air type CAS où on va faire du support aérien pour les protéger, mais on a également des drones qui opèrent et qui détectent éventuellement des IED quand on place des caches d'armes et tout ça. Donc c'est du renseignement militaire qui va aider à planifier les opérations et à protéger les assets, c'est-à-dire les actifs, c'est-à-dire nos forces en présence, d'accord. Donc ça c'est tout un cycle de combat. C'est je suis pas expert, c'est des informations que j'ai récupérées, vous le savez. Donc voilà, c'est très utile. Donc ça peut faire partie de la Red Team. La Red Team, c'est aussi du pentest physique. D'accord. Donc tu vois que la Red Team, l'équipe rouge, en fait, c'est un fourre-tout entre un gars dans le renseignement, un gars dans le renseignement militaire, un gars des forces spéciales, un gars qui est repassé dans le civil, qui fait du pentest physique, qui est un ancien de l'armée ou du Rance. Ils font tous du red teaming, mais ça n'a pas les mêmes buts, d'accord. Donc, il faut bien comprendre que c'est un fourre-tout. Ce principe d'équipe rouge, c'est aussi penser comme son adversaire, avoir. Je vous avais parlé de l'advocatus diaboli au sein de l'Église, mais c'est avoir
hein. Je vous parle tout le temps de la théorie. Sur 10 personnes, s'il y en a 9 qui sont persuadées d'une chose, c'est à toi de faire l'avocat du diable et leur prouver qu'il y a plein de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Ça, c'est l'équipe rouge. Je vous en avais déjà parlé. On prendra les cours basés sur un autre bouquin. Hein, des unités très spécialisées. Et là, en l'occurrence, on a des cellules de 4, donc c'est des équipes de 4, et chacun a un poste est ultra spécialisé dans son domaine, d'accord. Donc, en fonction des pays qui ont des capacités cyber, certaines, c'est des structures vraiment monolithiques, hein, où on va avoir 30, 40, 50 agents. Je vous avais parlé un peu de la Chine, hein, je vous avais parlé un petit peu de la Russie. Et dans l'armée américaine, justement, plutôt qu'avoir de grosses équipes, hein, vous les avez par exemple au sein de la NSA, on peut parler du TAO, où travaillait Snowden, hein, le Taylor Access Office, qui sont les meilleurs hackers de la NSA, mais c'est plus des unités sur le modèle des forces spéciales, les SF, hein, un peu comme les DevGru, ils sont également formés au cyber. Et c'est des petites équipes, mais qui vont être ultra spécialisées et qui vont être très mobiles. D'accord. C'est le principe des forces spéciales. D'accord. Quand tu fais partie des forces spéciales, ce qu'on m'en a dit, tu as une capacité de raisonner. Hein, tu as une liberté d'entreprendre, d'agir, de planifier tes opérations. Ce que tu n'as pas, quoi, dans une armée conventionnelle. D'accord. Pourquoi? Parce que les meilleurs font partie des forces spéciales, et au sein des forces spéciales, je te dis toujours, c'est pas des cow-boys, c'est des gens très intelligents, d'accord, et qui ont été très bien formés. Donc on part du principe qu'ils peuvent, c'est pour ça qu'on peut les envoyer loin derrière les lignes ennemies, ils sont en totale autonomie, d'accord. Le team leader prend les décisions et prend les décisions avec le reste de l'équipe. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, d'accord. Et c'est cette mise à plat. D'accord. Au niveau, c'est pas un système pyramidal de commandement, c'est un système à plat au sein de la red team. Alors, qu'est-ce qu'on en apprend là-dedans? Eh ben, c'est pareil. Je t'ai dit, donc, armée de terre, armée de l'air américaine, on retrouve des marines, hein, sur le champ de bataille. Parfois, on envoie les marines au casse-pipe, d'accord. Donc ça, c'est des unités génériques, hein, par opposition, par dichotomie aux unités ultra spécialisées, hein, qui vont pénétrer dans le territoire ennemi. Alors, certains vont monter une tête de pont, hein, mais dans le but, dans le cyberespace, c'est un peu le même, hein. On va pénétrer en territoire ennemi, on va pirater des cibles, on va être résident, et ça va nous servir de tête de pont pour lancer de nouvelles opérations. Donc, commander, hein, je vous avais parlé de la boucle OODA, d'accord, qu'on apprend un peu partout, hein, mais à la base c'est Boyd dans les pilotes de chasse, d'accord. Mais on a un programme aussi au sein de l'armée, hein, Mission Commander, qu'on appelle le Tactical Leadership Programme, et on apprend ça quand tu fais partie de l'armée de l'air et de l'espace, d'accord. C'est la qualification ultime pour les pilotes de chasse, pour comprendre la conscience de la situation, le situational awareness, je t'en parle tout le temps, et pour être MC, hein, tu évolues, quoi, et c'est le but final dans l'air et l'espace, d'accord. Mais on a également des forces spéciales, je te parlais, hein, la Team Six. Le but, c'est de former des gens qui sont capables d'apprécier et prendre de bonnes décisions. Je vous dis, c'est une danse, tu dois donner le tempo, hein. Il y a un temps court, un temps long. En fonction de ça, il va falloir aller très vite ou pas, hein. Si tu vas très lentement, tu pourras te faufiler, tu pourras être furtif, hein, si tu pénètres en territoire ennemi, hein. On parle d'ingress infiltration dans le jargon, d'accord. Au contraire, si tu dois t'exfiltrer, il va falloir tracer, hein, parce que tu auras peut-être un adversaire qui sera 10, 15, 50 fois plus nombreux que toi, d'accord. Donc c'est des petites unités, mais elles sont tellement bien formées sur le terrain comme dans le cyberespace qu'elles sont capables de à 10 de se battre contre 50 ou 100 personnes. D'accord. Et puis dans les guerres asymétriques, si on parle du Mali, si on parle des pirates, les pirates somaliens, il y a des histoires, malheureusement, les pauvres pirates somaliens, donc qui ont pris les armes, hein, et on peut les comprendre parce que c'est un peu la merde en Somalie, et il paraîtrait que on a pollué une bonne partie aussi, nous Européens, via la mafia sicilienne et la Ndrangheta, mais c'est un autre problème. Toute la piraterie autour de la Corne de l'Afrique, il y a eu des actions qui ont été menées, notamment par le DevGru Red Team, et je crois qu'ils étaient une vingtaine, et ils se sont battus contre plusieurs centaines de pirates somaliens. Et ils ont gagné, d'accord. Il y a eu des pertes, donc c'est pour vous montrer, hein. C'est-à-dire que il y a la logique plutôt russe, soviétique, où on va avoir un nombre colossal de forces, hein, et ça va être de l'attrition pure et dure. Au contraire, dans la logique de l'OTAN,
notamment de l'armée américaine. On va avoir des unités ultra spécialisées, mais qui comptent pour le double, le triple ou le quintuple. C'est-à-dire que 25 personnes sont capables de se battre contre 100. D'accord? J'exagère, mais voilà à peu près le ratio. D'accord? Donc voilà, il y aurait beaucoup à dire, hein. Je vais développer encore une fois les informations. Donc, c'est très compliqué, hein, on peut le voir, je vous parlais de l'EPBF, hein, qui permet de faire de la cyberguerre, via le Berkeley Packet Filter. Là, je vous mets, le principe d'ingress-degress avec toutes les composantes, hein, si on doit faire de la cyberguerre, et on voit qu'il y a différentes parties, hein, qui viennent s'agréger, et c'est plus que les petits C2 que nous, on a l'habitude de gérer, hein. Là, c'est des cyber-opérations qui sont colossales. D'accord? Avec une gestion, hein, je vous avais parlé donc du CNE, du CNA et du CNO. D'accord? Pendant des années, les opérations de piratage offensif du gouvernement américain ont été maintenues dans l'ombre, ni reconnues, ni discutées. Cela a changé naturellement avec la découverte de Stuxnet en 2010, hein, l'opération Olympic Game, une opération de sabotage informatique qui a été menée par les États-Unis et Israël, l'unité 8200. Détruire les machines utilisées dans le programme nucléaire iranien, autrefois illicite. Mais je vous avais déjà parlé de Stuxnet. Ça a été la première opération de sabotage numérique américaine à être exposée. Mais je vous rassure, il y en avait eu avant et on n'en parlait pas. Et on ne savait pas. On découvrira plus tard, peut-être dans 20 ans, 30 ans. Mais c'est pas la première opération de piratage du gouvernement jamais menée. Intéressant. Des documents divulgués par Snowden en 2013 ont mis en lumière une vaste opération souterraine menée par les équipes des opérations d'accès sur mesure, qu'on appelle le TAO, de la NSA, responsable de ce que le gouvernement appelle l'exploitation des réseaux informatiques et les attaques de réseaux informatiques. Alors ça peut sembler similaire, mais en fait il y a des différences importantes entre eux. Je vous avais déjà expliqué sur mes cours sur la cyberguerre le principe de CNE. On va y revenir pour que ça soit clair pour tout le monde, puisque la chaîne a grandi, hein, à mon petit niveau, mais bon, on sera bientôt 2000, je vous en remercie. On va revenir sur le concept de CNE. Donc c'est l'exploitation des réseaux informatiques. Ça fait référence aux opérations d'espionnage et de reconnaissance. Ceux-ci sont effectués pour voler des données d'un système ou simplement pour obtenir des renseignements sur les réseaux, pour comprendre comment ils fonctionnent et sont configurés. On va faire des MPA, menaces persistantes avancées. Alors des exemples de CNE, on a Flame, hein, qui est un outil d'espionnage massif utilisé pour recueillir des renseignements auprès de l'Iran et d'autres cibles. On a eu Régine, qui a été utilisé pour pirater la Commission européenne, Belgacom, hein, je vous redirige vers Darknet Diaries qui vous explique comment ça a été monté, et vous savez qu'on sous-traite, hein. Je peux pas espionner mes citoyens, donc je vais demander, hein, à des services belges, des services hollandais de monter des opérations, aussi GHQ, qui est le petit frère de la NSA, côté britannique, et qui bosse avec le MI6, service extérieur. D'accord? Donc, voilà, hein, on a vu qu'on avait le GRU qui avait tenté d'espionner aussi, quoi. La Commission européenne, hein, il s'était fait choper avec un Wi-Fi Pineapple et des IMSI Catcher, d'accord? Et on voit en plus avec l'affaire de Paris, hein, où il y a des artificiers qui ont fait sauter cette fameuse valise, que maintenant les hackers ont accès à du matériel qui était inconnu déjà du grand public, et ensuite qui était réservé aux opérations militaires de guerre électronique ou dans le renseignement. Donc on a un catalogue d'outils, hein, de la NSA, on va pas revenir là-dessus. Vous étiez peut-être trop jeune en 2013, hein, mais on a des outils Picasso, iRaid Monkey, Cottonmouth, Waterwitch, d'accord? Et je vous avais expliqué qu'au sein de la NSA, on utilise déjà un nom de code, il doit induire en erreur, hein, principe de compartimentation de l'information, segmentation de l'information, sécurité des opérations, sécurité de l'information, c'est-à-dire que à partir du nom de code, tu ne peux pas t'imaginer quel projet fait quoi. D'accord? Et on a un générateur au sein de la NSA qui crée des noms aléatoires de projets. D'accord? Le but, c'est la compartimentation de l'information. Et si jamais il y a du renseignement, à partir d'un nom de code, tu ne peux pas savoir, à moins d'avoir les documents comme quand ça a leaké. Mais ces 4 programmes, ça permet de subvertir les pare-feux, les serveurs, les routeurs, usurper l'identité de stations de base GSM pour intercepter les appels téléphoniques mobiles ou siphonner les réseaux sans fil. Il existe également des dispositifs d'écoute que les pirates informatiques du TAO installent sur des ordinateurs ciblés pour siphonner des données via les ondes radio vers des stations d'écoute parfois situées jusqu'à 8 miles de la machine d'une victime. Donc tu vois, toutes les techniques Tempest, Seagate, j'en parlerai, hein, je vous avais promis une vidéo, je vais y revenir, hein, c'est promis, j'ai qu'une parole.
Quand est-ce que je le ferai? Je sais pas. D'accord? Mais tu vois que les systèmes air-gap, ils sont air-gap pour toi, OK, ta machine elle est pas connectée à internet, mais eux ont les moyens de la reconnecter au réseau. D'accord? C'est de toute façon la vision en cyberguerre au sein du TAO, c'est le principe de grid, hein. Tout est une grille. Vous êtes, vous, des pions sur un échiquier globalisé et la dominance cyber, c'est voir tout est objet. Théorie des graphes, d'accord? Et ordinateur, équipement matériel, industriel, euh, individu, tout est sur une grille, d'accord? Il y a plusieurs grilles et on agrège ces données, je vous l'avais expliqué, hein, et c'est comme ça qu'on forme du renseignement opérationnel qui est utile, d'accord? Et on a des senseurs, on a des implants, on a des mouchards, d'accord? En 2011, la NSA elle a lancé 231 opérations informatiques offensives selon les documents de Snowden, hein, la pose d'implants cachés dans plus de 80 machines à travers le monde, hein. Il y a même des opérations, si jamais tu es une cible de la NSA à 3 poignées de main, je te l'avais expliqué, eh ben, ça peut être assez violent, d'accord? On va, tu vas commander un ordinateur sur Internet et on va te mettre un petit mouchard, un petit implant, d'accord? Donc le CNE, si on doit faire une métaphore, c'est Ocean Eleven, d'accord? Le CNA, je vous avais dit, on parle de cinétique, enfin kinétique et non kinétique en anglais, cinétique ou de cinématique, hein, donc mécanique qui étudie les mouvements en fonction du temps sans se préoccuper de leur cause. On parle de scène cinématique, d'accord? Donc ça, c'est un domaine d'étude en physique sur le mouvement. Et on reprend ces concepts associés. D'accord? Donc les opérations CNA sont conçues pour endommager, détruire, perturber les ordinateurs, les opérations contrôlées par les ordinateurs, hein, comme Stuxnet avec l'Iran, la centrifugeuse, ou perturber, pirater éventuellement bah, le solaire, hein, comme ça a été fait à Israël, d'accord? Pour quoi? Affaiblir le système de défense aérien syrien. Donc, ça a permis de déployer des avions de chasse, d'accord? Et on va faire ce qu'on appelle du SID, hein, donc c'est la suppression des défenses anti-aériennes. On va faire de la guerre électronique, on va utiliser des missiles armes qui vont capter les ondes en fait hein, des radars ennemis et qui vont venir se loquer dessus et les détruire, d'accord? Mais ça permet de rendre aveugle et on va préparer le terrain pour avoir une fenêtre de tir et envoyer les avions bombardés hein, et rentrer faire une frappe aérienne. Notamment, c'était le complexe d'Al-Kibar avec le réacteur nucléaire illicite hein, que la Syrie était en train de construire. Donc, on va ouvrir hein, un chemin qui va nous permettre, je vous disais, entrée, sortie, ingress, egress sur le théâtre d'opération. Et on a un couloir, d'accord, qui va être nettoyé de tout simplement tous les systèmes air-sol hein, qui pourraient éventuellement s'attaquer à nos avions. Donc le récent piratage également de centrale de distribution en Ukraine, c'était du CNA, hein, Hermetic Wiper, je vous en avais parlé, l'industrie pilotaire, Wiper tout court, pardon, sur l'industrie pétrolière iranienne en 2012. D'accord? Donc pareil, rappelez-vous, je vous avais parlé ministère iranien du pétrole. On avait parlé de la National Iranian Oil Company, le piratage de Sony, attribué à la Corée du Nord, hein. Ça peut être aussi considéré comme une opération CNA, puisque les pirates n'ont pas seulement siphonné les données du réseau de l'entreprise, ils ont également détruit les données des systèmes en sortant. D'accord? Donc, bien que les opérations du CNE et du CNA peuvent sembler techniquement distinctes, puisque l'une implique l'espionnage, l'autre la destruction ou la perturbation, elles ne sont pas nécessairement conjointes. En effet, de nombreuses attaques CNA commencent comme des opérations CNE, car les attaques conçues pour causer la destruction nécessitent souvent d'avoir une reconnaissance numérique et une collecte de renseignements. Hein, les gangs de pirates informatiques qui ont lancé Stuxnet, par exemple, ont conçu plusieurs outils d'espionnage, dont certains auraient été utilisés pour obtenir des renseignements sur les ordinateurs contrôlant les fameuses centrifugeuses qui ont été ensuite utilisées pour concevoir le code malveillant qui a détruit les mêmes centrifugeuses. Étant donné que certains outils peuvent être utilisés à la fois pour les attaques CNE et CNA, les Zero Days, les fameux Zero Days et N Days, qui sont utilisés pour installer à la fois des outils d'espionnage, des outils d'attaque sur les systèmes ciblés, et il peut être difficile pour les victimes qui trouvent de tels logiciels malveillants sur leur machine de savoir qu'il s'agit d'une mission d'espionnage ou d'une mission d'attaque. Hein, on est dans le brouillard de guerre, encore une fois, du moins
jusqu'à que les systèmes soient détruits. De toute façon, enfin voilà, hein, tout est jeu de dupes. Je t'ai dit, je t'en parlais, mais le projet Bull Run de la NSA qui affaiblit, hein, tu sais que tu peux avoir des algorithmes dans le civil qui sont pas très robustes et tu vas avoir les mêmes versions dans le secteur militaire qui sont military grade, hein, comme on dit, qui vont être beaucoup plus costauds, hein, et peut-être inviolables. Et généralement, on s'arrange, la NSA s'arrange pourquoi, comme la CIA, pour affaiblir, hein. L'algorithme va être robuste, mais je vais l'affaiblir via une implémentation qui est complètement pétée. Et si l'algo est mal implémenté, il y a une faiblesse d'implémentation, tu vas pouvoir attaquer la crypto. D'accord? Alors, je suis pas expert cryptographe, mais vous avez entendu parler des courbes elliptiques. D'accord? Comment on peut les casser via de l'affaiblissement, via le principe de collusion. D'accord? Donc, encore une fois, tu peux avoir quoi? Un système de chiffrement, de cryptage, comme on dit chez des gens qui sont pas mathématiciens. Donc on parle de chiffrement, on dit jamais cryptage. Si jamais l'implémentation est pétée, eh ben comme en red teaming, en pen test physique, je t'ai dit, t'as beau mettre une caméra de surveillance, mais si le câble est apparent, d'accord, en extérieur, eh ben voilà, une petite pince monseigneur et puis boum. Eh ben, il semblerait que, je vous avais dit, les Chinois ils mettent des puces. Hein, tu veux manger chinois? Ah, t'as délocalisé toutes tes entreprises en Chine. Ah ouais, super, super. Alors, un article de Wire d'Andy Greenberg, comment les puces de chiffrement d'une entreprise chinoise louche sont entrées dans la marine américaine, l'OTAN et la NASA. Bravo les gars. Le gouvernement américain avertit que le fabricant de puces Wallan a des liens suspects avec la PLA, l'armée chinoise. Incroyable. Et certaines agences de PLA, et notamment des hackers. Les agences américaines utilisent toujours l'une des puces de leur filiale, faisant craindre une porte dérobée. Et je t'avais dit quoi dans mes vidéos sur l'espace? Je t'ai dit que t'as une porte dérobée et ton F-35, eh ben on peut le désactiver en plein vol. Ah merde. Et il y a un système de fly-by-wire. Ok, ça, c'est des ordinateurs qui contrôlent l'avion. Merde, merde. Et tes commandes de vol électroniques, elles peuvent tomber en rideau. Si quoi? Si j'active ma puce. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des red teamers de l'armée américaine qui ont écrit des bouquins là-dessus. Je vous avais parlé, un bon bouquin, si vous voulez partir un petit peu dans la science-fiction. Donc là, encore une fois, Red Team, côté, on demande à des auteurs de faire de la science-fiction. Imaginez le monde dans 50 ans. Lisez La Flotte Fantôme. Hein, c'est un très bon bouquin que je vous conseille. Et en fait, c'est la Chine qui décide de quoi? D'envahir les États-Unis une fois que l'économie américaine s'est complètement pété la gueule aux horizons 2060. D'accord? Donc c'est très intéressant. Des petits bouquins comme ça. Hein, je vous mettrai toutes les sources si vous voulez creuser. Donc pareil, hein, je vais vous lire l'article quand même, ça peut être intéressant, puisqu'on est en plein dedans. Hein, des routeurs Huawei aux drones DJI, hein, DJI. Les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis ont rendu les Américains et le gouvernement américain de plus en plus méfiants, voire totalement paranoïaques. On leur fait un petit coucou à l'égard des technologies appartenant aux Chinois. Mais grâce à la complexité de la chaîne d'approvisionnement en matériel, on va faire une attaque de supply chain, ok, de chaîne logistique. Les puces de chiffrement vendues par la filiale d'une société spécifiquement signalée dans les avertissements du ministère américain du Commerce pour ses liens avec l'armée chinoise ont trouvé leur chemin dans le matériel de stockage des réseaux militaires et de renseignement à travers l'Occident. Ah, d'accord, C1 ISR, C2 ISR, C3 ISR, C4 ISR, C5 ISR, C6 ISR. Oh, ça va être beau hein, avec les petites puces chinoises, les gars. En juillet 2021, le Bureau de l'Industrie et de la Sécurité du département du Commerce a ajouté le fabricant de puces Wallan Microelectronics, également connu sous le nom de Sage Microelectronics, ils ont beaucoup d'humour, basé à Hangzhou, en Chine, hein, à la soi-disant liste d'entités hein, qui sont prohibées. Donc c'est une liste de restrictions. Hein. On a le département, le Commerce Department Bureau of Industry and Security, c'est le CDBI. Qui travaille là-dessus et qui avait prévenu. Hein, il leur avait dit les gars, faites attention là. Franchement, il y a quelques petites tensions, hein, je crois. Quoi, bah ça a commencé sous quoi Obama, ensuite Trump, maintenant Biden. Hein, on a eu des petites tensions avec la Chine. Hein, il se passe des choses. Hein. À Taïwan, là, je crois qu'il y a eu des trucs aussi. Hein, d'accord. On a Nancy Pelosi qui était partie à Taïwan hein, pour réaffirmer le fait que quoi, la 6e, la 7e flotte du Pacifique, la 8e, je sais plus, hein, vous irez vérifier, défendrait peut-être Taïwan. Après l'Ukraine, ça va être Taïwan, tu vas voir. Ça va être beau. Ça va enflammer encore une fois le monde. Donc à Hangzhou, hein, on a des petits gens qui travaillent des petites mains, on fait travailler des
si on exploite même des universitaires qui travaillent dans le monde de l'électronique et on leur dit tu vas aller faire des puces tous les jours non-stop parce que on a besoin de livrer les Américains, les Européens, tout ça. D'accord? Donc encore une fois, on a vu dernièrement, on a la France qui a statué, on a le MAE, le ministère des Affaires étrangères, qui a dit écoutez, maintenant, les cyberarmes, les cyberjoues, bah, il va falloir peut-être qu'on ratifie des accords parce que on peut plus importer, exporter comme ça. Et je vous avais expliqué que les Américains ne rigolaient pas depuis un bon bout de temps. C'est pour ça que tu peux pas acheter Cobalt Strike comme ça, comme un touriste. Si jamais tu viens d'un pays qui est entre guillemets sur une blacklist des Américains. D'accord? Je t'avais expliqué que la Russie, elle est plus souple. Israël est encore plus souple. D'accord? Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur Israël. Je vais vous mettre la vidéo de Moni Radar, puisque ça me saoule de faire le jeu des agences de renseignement. Encore une fois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je vous laisserai aller chercher, vous faire votre propre opinion, comme ça je vous influence pas, je vous mets tout le temps les sources, d'accord? Allez vérifier les sources, comme dirait quelqu'un, si on n'en a pas parlé dans les journaux, c'est peut-être que c'est faux. On leur fait un petit coucou à nos amis zététiciens. Donc, l'armée populaire, t'as bien compris, si elle est derrière, elle a un intérêt stratégique, tactique à faire tout ça. D'accord? Donc, Walian, 2 ans plus tard, sa filiale, elle est connue sous le nom d'Initio. On est en train de monter des sociétés écrans pour faire quoi? Circuler du matériel dans des cœurs de réseaux critiques de l'armée. Et ça serait peut-être des sociétés écrans qui travaillent pour l'armée, le renseignement chinois. Ah mais tu vois, quand je te dis qu'on monte des sociétés écrans, tout ça, qu'on camoufle, qu'on fait des montages financiers, je raconte pas que des conneries au final, je me rends compte. Une société donc à Taïwan, donc Taïwan, TSMC, tout ça, vous connaissez. On a tous les fondeurs, d'accord, qui fabriquent les puces. Et c'est sûr que le PLA, t'inquiète pas, même si Taïwan est encore pas rattaché à la Chine continentale, ce n'est qu'une question de temps. D'accord? Et donc, puce, microcontrôleur, chiffrement. Dans quoi? Dans disques durs occidentaux, chiffrés. Ah, d'accord. À mon avis, tu peux les jeter. Et leur site également, Agence aérospatiale militaire renseignement, la NASA, l'OTAN, les armées américaines et britanniques. Eh ben, ils ont du souci à se faire. Donc, les dossiers d'approvisionnement fédéraux montrent que les agences gouvernementales américaines, même la FAA, la Federal Aviation Administration, d'accord, qui gère en fait, qui est l'équivalent, qui est un peu l'équivalent de notre BE, du Bureau d'enquête et analyse pour la sécurité de l'aviation civile. En France, on a la DEA qui lutte, c'est la Drug Enforcement Administration qui lutte pour le trafic de drogue. On le voit notamment au Brésil ou ailleurs, en Colombie. Ça passe par la marine américaine, mais ils ont acheté des disques durs chiffrés qui utilisent ces puces. Merde. Donc la déconnexion, c'est le problème, encore une fois, entre les signaux faibles. Il y avait eu des avertissements du département du commerce et on a dit oh bah non, oh vous êtes paranoïaque, oh vous êtes complotiste, mais non vous voyez le mal partout. Et maintenant ils l'ont bien dans le baba, je vais rester poli, je pensais à autre chose. Et les clients du gouvernement occidentaux signifient que les puces vendues par la filiale de Wuhan se sont retrouvées profondément au sein de réseaux d'information occidentaux sensibles. Ah ouais, mais vous êtes des champions, les gars. En fait, qui vous forme? Je sais pas, vous êtes posé des questions à un moment, d'accord? Donc, t'as du Initio, c'est pas grave, c'est taïwanais, mais il y a peut-être la PLA derrière, ok? Propriété chinoise, ça crée des puces, des chercheurs en cybersécurité, des analystes de sécurité nationale auraient pu implémenter des portes dérobées cachées qui permettraient au gouvernement chinois de déchiffrer furtivement les secrets des agences occidentales. Ah ouais, non mais waouh, trop bien quoi. Et bien qu'aucune porte dérobée de ce type n'ait été trouvée, les chercheurs en cybersécurité avertissent que s'il en existait une, il serait pratiquement impossible de la détecter. Mais ça, je te redirige vers les vidéos que je t'ai fait depuis un an. Je t'ai dit qu'au niveau du silicium, les portes dérobées sont tellement petites, matérielles, que tu ne peux plus. C'est un empilement de strates et ça est plus petit qu'un nanomètre. Tu ne pourras pas l'avoir. Tu peux utiliser un microscope à balayage. Tu peux t'amuser à disséquer le matériel. Tu vas passer des journées. Tu peux mettre tous les gars de l'ANSI et s'il y a une porte dérobée en plus bas niveau directement dans les puces et les couches de silicium, tu pourras pas la détecter. D'accord? C'est pour ça qu'ils font ça. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit on va fabriquer des puces pour les autres. Ils avaient bien compris. Ils sont pas cons. C'est juste, encore une fois,
la guerre hors limite. Hein. Deux stratèges, ils en ont parlé dans les années 90, et en fait, ça fait 70 ans qu'ils avaient tout prévu. Pourquoi? Bah, c'est l'esprit Red Team, anticiper sur son adversaire. Voilà. Et nous, bah, comme Sun Tzu, hein, qu'est-ce que nous explique Sun Tzu? Tu sous-estimes la Chine. Tu les prenais pour des cons à l'époque de Mao. Tu disais, ah, c'est des paysans et tout. On rigole, on rigole. Hein. On les a sous-estimés. Maintenant, ils nous baissent. Ah, ben c'est bien, c'est bien. T'as baissé la garde, t'as bombé le torse, on est les meilleurs, on est ceci, on est cela. Ben, en fait, tu t'es bien fait enfiler. Voilà. Mais Sun Tzu te l'avait dit, hein, ne sous-estime jamais ton adversaire. C'est ce que t'as fait. D'accord? Donc là, c'est moi qui parle, c'est mon interprétation des choses. Hein, je peux peut-être me tromper, je suis pas expert, vous le savez. On a Dakota Kari, chercheur spécialisé dans la Chine, cette fois-ci au Conseil de l'Atlantique, hein, un groupe de réflexion, un think tank qui est basé à Washington, D.C., que il semblerait que cette société soutient activement le développement militaire d'un autre pays. Hein. Cela signifie que vous ne devriez pas acheter chez eux, non seulement parce que l'argent que vous dépensez va à une autre entreprise, hein, qui va utiliser ces recettes pour l'effort de guerre, pour la poursuite des objectifs militaires d'un autre pays, mais parce que vous ne pouvez de toute façon pas faire confiance en ces produits. D'accord? Techniquement, la liste des entités, c'est une liste de contrôle des exportations. On l'a dans l'armement, on l'a dans le cyberarmement et tout ce qui est crypto, hein, cryptographie, tout ça, c'est très sensible. Donc, il y avait un vrai contrôle au niveau des exportations. Explique Emily Weinstein, chercheuse au Centre pour la sécurité des technologies émergentes à la célèbre université de Georgetown. Cela signifie qu'il est interdit aux organisations américaines d'exporter des composants, comme je vous le disais, vers des entreprises figurant sur cette liste, hein, plutôt que d'importer des composants à partir de Mekari, Weinstein et le département du commerce notent également qu'ils sont souvent utilisés comme un avertissement de facto aux clients américains de ne pas acheter auprès d'une société étrangère. D'accord? La société, en plus, Huawei, on a vu pourquoi ils veulent installer la 5G et la 6G. On peut se douter que c'est à des fins d'espionnage, puisque qui contrôle quoi? Les cœurs de réseau bah, peut faire des attaques de l'homme du milieu, d'accord? Ok? MC Catcher et plein d'autres choses, hein, surtout avec la 5 ou la 6G qui permet d'avoir des flux entre quasiment tous les équipements et beaucoup, des flux beaucoup plus importants, beaucoup plus précis. Hein, et ça permet une surveillance de masse entre de mauvaises mains, mais c'est effrayant. Hein, il vaut mieux pas le savoir et faire comme tous les autres, dormir. Hein, hein, parce que la vérité fait trop mal. Comme quand tu apprends que bientôt on pourra mettre sur écoute peut-être des hackers, peut-être des journalistes. Tu te dis, ah ouais, la démocratie, elle en prend un petit peu un coup. Il n'y a pas que les Chinois et les Russes. Hein. Mais bon, j'ai dit que je ferais pas de politique. Hein. Va lire les journaux, renseigne-toi. Va voir ailleurs aussi hein, ce qu'on te dit. D'accord? Donc, red flag, alerte rouge. Et on avait essayé de sensibiliser hein, le gouvernement américain pour qu'il réexamine tout cela. Malheureusement, on a encore sous-estimé. Et là, on se retrouve dans une situation plus qu'épineuse. Hein. Donc, le magazine Wired a contacté le bureau de l'industrie et de la sécurité du département du commerce. Il y a un porte-parole qui a répondu. Donc, le BIS, hein, il est, comment dire, interdit de commenter, no comment, hein, je ne ferai pas de commentaires. Cette filiale, on la connaît pas, on n'est pas trop sûr, initiaux, tout ça, restrictions légales. En règle générale, l'affiliation à un parti sur cette liste d'entités devrait être considérée comme un red flag, mais apparemment, je sais pas pourquoi, bah, ils ont pas écouté nos avertissements. D'accord? Donc voilà, grosso modo, hein, damage control, comme je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. On a Mike Ching qui a répondu quand même, vient communiquer qu'Initio fabrique principalement des puces de contrôleurs pour des produits de stockage grand public. Alors attention, hein, tu as peut-être ces puces dans ton ordinateur, hein, tu le sais même pas. Coucou, hein, encore une fois, comment tu peux te protéger quand c'est des agences de renseignement, quand c'est des pays entiers hein, qui font de l'espionnage de masse. Toi, en tant que petit citoyen, même pseudo-hacker, élite Axor, Darknet, Black Hat, ceci, cela, tu as bien compris que en fait, tu feras pas le poids, tu vas te faire péter. D'accord? Mais ça, je vous le dis depuis toujours et vous me croyez pas. D'accord? Définir des portes dérobées pour ces produits. D'accord? Donc, il a ajouté qu'Initio n'est pas en mesure de définir des portes dérobées pour ses produits. Donc, bah voilà, lui, il troll hein, à la chinoise. Hein, vous savez qu'ils vous font un grand sourire et ils vous trollent. C'est 4000 ans d'histoire, hein, c'est ce qu'ils font. Ils le font très bien. Comme Xi Jinping, hein, quand il reçoit Macron et Van der Leyen, il fait des grands sourires comme ça. Mais il n'en pense pas moins. Donc les puces initiaux de Wallan sont utilisées dans les périphériques de stockage, des contrôleurs de pont, hein, c'est des bridges comme on les appelle,
connexion USB via une périphérique de stockage, des puces mémoire, disques magnétiques pour chiffrer, déchiffrer les données sur une clé USB, un disque dur externe. Donc, encore une fois, hein, il y a des chercheurs en sécurité qui ont prouvé que les fabricants de périphériques de stockage, Lenovo, Western Digital, Verbatim, Zalman, ont parfois utilisé des puces de cryptage vendues par Initio. Coucou, on en a tous dans nos ordinateurs. Et je rappellerai que de toute façon, la NSA fait pareil. Et vous avez des ports dérobés dans vos firmware de SSD et tout ça. Donc on va dire, on va accuser les Chinois. Prenez du recul. Hein, Saltimbanque ne vous dit pas que des bêtises. La NSA fait exactement pareil dans les disques durs que vous avez, vous, côté occidental. D'accord, on n'a pas attendu les Chinois pour mettre des puces. Mais là, tu vois que c'est une intrication, c'est un mélange de puces chinoises et américaines. Donc encore une fois, on va s'offusquer, on va dire oh les méchants chinois, mais bon, t'as compris que tout le monde le fait, de toute façon, il faut arrêter cette hypocrisie, hein. Si t'es un petit peu réaliste, tu t'intéresses à tous ces sujets, tu vois bien que là, encore une fois, bah ouais, les Chinois le font, mais bon, moi je suis pas dans le milieu, ça fait un moment qu'il y a plein de gens, des hackers, des chercheurs en cybersécurité qui parlent de ça, hein. Ça fait plus de 20 ans qu'on le sait, sauf que maintenant, bah encore une fois, hein, les travers de la mondialisation, tout est mondialisé, tout est globalisé, bah voilà, mais c'est comme ça que tu te fais enculer. Voilà, désolé, je suis vulgaire, mais c'est exactement ce qui se passe, quoi. Après, faut pas mâcher ses mots. Peut-être que en disant vraiment les choses, hein, pas en tournant autour du pot, bah les gens vont se réveiller, quoi. Ils vont prendre conscience que c'est inquiétant, quoi. Hein. Comme bah il faudrait qu'on développe nos propres microprocesseurs, quoi. Hein, je dis ça, je dis rien, c'est en train de changer. Hein, il paraît que ça se réveille chez cette belle société franco-italienne, ST Microelectronics. On leur fait un petit coucou. Donc les fabricants de disques durs moins connus, en particulier, intègrent des puces initiaux. Hein, et malheureusement, ils travaillent et ils vendent du matériel aussi aux agences gouvernementales, militaires, de renseignement occidentales, puisqu'ils les ont comme clients. D'accord. iStorage, basé dans le Middlesex, au Royaume-Uni, répertorie sur son site des clients tels que l'OTAN et le ministère britannique de la Défense. Bah voilà, Secure Drive, South Pasadena, en Californie, client armée américaine NASA. Dossier d'approvisionnement fédéraux américains, Apricorn, basé à Poway, en Californie, a vendu des produits de cryptage à la NASA, à la Marine, à la FAA, à la DEA, entre autres. Les fonctions de chiffrement activées par les puces initiaux de ces disques sont conçues pour protéger leurs données contre toute compromission en cas d'accès, de perte ou de vol physique des disques, un peu comme BitLocker qu'on peut péter. Mais la sécurité de ces fonctionnalités de chiffrement dépend essentiellement de la confiance, encore une fois, accordée au concepteur de la puce. Comment ça a été implémenté? Est-ce que l'algorithme est robuste? Est-ce qu'on peut l'attaquer? Est-ce qu'on peut l'affaiblir? Est-ce qu'on peut casser? Est-ce qu'on peut faire du side channel, hein, des attaques par canaux auxiliaires? Tout ça, il faut auditer, tu vois. Et si c'est une puce, c'est quoi? C'est une black box. La puce, elle est noire et c'est une black box en ingénierie. Tu sais quoi? C'est de la propriété intellectuelle. C'est du code source qui est pas révélé. C'est du closed source. Comment je peux auditer, moi, une black box? C'est très compliqué, hein. Ah ouais, c'est de plus en plus compliqué, hein. Donc, c'est une vulnérabilité secrète, ça peut être ce qu'on appelle une porte dérobée, intentionnelle dans les puces, et ça va permettre à quiconque de mettre la main sur ces lecteurs qui les utilisent, d'accord? En plus, voilà, c'est censé te protéger, tu vois. On te vend une technologie, on te dit, ah bah regarde, si on te vole ton disque dur, on pourra pas le lire, mais nous, t'inquiète pas, on va le lire, et même à distance, d'accord? Et comme je te le disais, c'est pas moi qui le dis, c'est des cryptographes, c'est des gars de l'armée qui disent que c'est très 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 difficile à détecter, d'accord? Et parce que tout, c'est tellement petit maintenant que c'est totalement pas impossible. Mais, euh, mais bon, voilà, hein, bientôt on va avoir des puces gravées en 4 nanomètres, en 2 nanomètres. Eh les gars, tu peux pas. Hein, je te dis, même à l'échelle quantique, toi, t'es à l'échelle macro, hein, tu sais même pas ce qui s'y passe. D'accord? Et on va avoir les ordinateurs quantiques, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc le monde est en train de changer, hein, les amis. Et je crois que ça va se faire dans la douleur, hein, mais je peux me tromper. Donc en fin de compte, c'est une question de confiance, mais comme tout. Hein, est-ce que tu fais confiance à un fournisseur? Est-ce que tu fais confiance à ses composants? Et pourquoi? Pour gérer, toi, tes données sensibles. Hein, ne serait-ce que la photo de tante Janine sur ton disque dur, d'accord? Ou de ton chien, ou de ta femme, d'accord? Donc ces types de microcontrôleurs sont une boîte noire pour moi et tous les autres chercheurs qui essayent de comprendre comment fonctionne cet appareil. Et là, tu vois, c'est pas Toto le hacker, c'est pas Saltimbanque, youtubeur à 2 balles, qui te le dit. C'est qui? C'est Mathias Digg, chercheur en cybersécurité chez la société allemande de cybersécurité 6, SY2S. D'accord? Et il a analysé ces puces initiaux. C'est ce qu'il dit. Donc, vous voyez, je raconte rien. J'invente rien. Donc, Digg a analysé le premier
micro-logiciel d'une clé USB dite sécurisée Verbatim, marque que vous devez tous connaître, qui utilise la fameuse puce Initio et il a trouvé de multiples failles de sécurité. Il y en a une qui a permis de contourner rapidement un lecteur d'empreintes digitales ou un code PIN sur les disques et d'accéder à n'importe quel mot de passe administratif défini sur les lecteurs. Une fonctionnalité de mot de passe principale conçue pour permettre aux administrateurs informatiques de déchiffrer les appareils des utilisateurs. Une autre faille lui a permis de faire une attaque de brute force sur la clé de déchiffrement des lecteurs, dérivant la clé pour accéder au contenu en moins de 36 heures. Eh ben, c'est violent quand même. Dig affirme qu'Initio a corrigé ces vulnérabilités, mais ce qui est plus troublant, dit-il, c'est à quel point il est difficile de faire cette analyse du micro-logiciel des appareils. Le code n'a pas de documentation publique. Wallan n'a pas répondu à cette demande d'informations supplémentaires. Dig dit que le manque de transparence souligne à quel point il serait difficile de trouver une porte dérobée matérielle dans les puces, comme un minuscule composant caché dans leur conception physique pour permettre un décryptage. Et ouais, black box, tu l'as dans le baba. Donc, les vulnérabilités qu'il a trouvées peuvent être naturellement accidentelles, d'accord, mais il peut être aussi également souhaitable d'avoir une porte dérobée cachée, une porte qui est plus visible, mais qui peut être attribuée à la négligence du développeur. D'accord. Et ça va être un leurre, j'ai envie de te dire. C'est aussi en anti-forensique, si tu commences à penser comme un vicelard, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux laisser des portes dérobées logicielles volontaires. Ça va donner un os à ronger aux personnes, aux chercheurs en cybersécurité qui vont ronger l'os en se disant, bah, tu vois, on a trouvé des portes dérobées. Mais c'est une porte dérobée logicielle. Et la vraie porte dérobée que t'as pas envie que ton adversaire trouve, c'est une porte dérobée matérielle qui est beaucoup plus efficace puisqu'elle est en bas niveau. T'as pas besoin d'un logiciel pour la contrôler, ça communique directement avec le matériel. C'est la porte dérobée parfaite. En tout cas, moi si j'étais eux, c'est ce que je ferais. Donc, Warrior a contacté les fabricants d'appareils qui utilisent la puce Initio iStorage, le fabricant de disques durs basé au Royaume-Uni. Alors lui, il est super optimiste. Il dit non, nous sommes très confiants que nous pouvons utiliser ces puces. Nos produits ne peuvent pas être piratés, même par Initio ou Wallan. En fait, il explique que l'architecture de ces périphériques de stockage, même si on ne fait pas confiance à Wallan ou à sa filiale Initio, les clés privées utilisées pour chiffrer et déchiffrer les données qui sont stockées sont générées et stockées dans une autre puce qui, elle, est fabriquée en France. D'accord? Et la puce Initio ne stocke jamais cette clé. D'accord? Mais je comprends vos préoccupations, d'accord? Mais tu peux avoir des puces qui vont attaquer d'autres puces, je dis ça, je dis rien, d'accord? Donc, encore une fois, tu fais confiance, tu fais pas confiance. En tout cas, le PDG d'iStorage, pour lui, tout va bien. Mais bon, ils ont quand même fait certaines modifications, ils sont pas inquiets, mais il y a certains produits de chez iStorage qui utilisent une puce vendue par la société taïwanaise, Phison, au lieu de Wallan ou Initio, mais on ne sait pas dans quel équipement. Donc, tu peux te poser des questions aussi. Est-ce que tout ça, c'est pas du contrôle de l'information et du damage control, parce qu'ils sont tous dans la merde. Donc, même si une puce de contrôleur de pont, comme on l'appelle, c'est ce qu'on appelle un contrôleur chip, d'accord, ne crée pas de clé secrète et n'est pas destiné à la stocker, il y a encore suffisamment d'accès pour permettre une porte dérobée. C'est ce qu'explique Matthew Green, professeur d'informatique spécialisé en crypto à Johns Hopkins aux États-Unis. Après tout, un contrôleur chip, il effectue le chiffrement et le déchiffrement à l'aide de cette clé secrète. Il pourrait donc l'exfiltrer et la stocker secrètement, soit chiffrer furtivement les données avec sa propre clé, une clé différente. Si la puce a la clé, elle effectue le chiffrement, il peut y avoir du tampering, d'accord? Une possibilité de malversation, dit Green. iStorage a également transmis une déclaration d'Initio soulignant spécifiquement la liste des entités que Wallan ne s'applique pas à Initio, tatati. Donc lui, pareil, mais Carrie du Conseil de l'Atlantique fait valoir, faisant écho aux commentaires du porte-parole, que c'est red flag, et qu'ils sont de plus en plus soucieux, et que bien que certaines filiales ne soient pas propriété exclusive, il explique que de toute façon, on avait ce que je vous disais, les restrictions de la liste au niveau de exportation, embargo,
pourrait être facilement contrôlé par l'utilisation de filiales de sociétés écrans. Donc pareil, hein, la DEA a fait son enquête, la NASA, la marine, l'armée américaine, d'accord. Naturellement, aucun n'a voulu commenter le matériel hein, qu'ils achètent, bah, c'est secret. Les déclarations de l'OTAN, de l'armée américaine, le ministère britannique de la Défense ont tous fait du damage control. Ils ont dit qu'on vérifiait soigneusement notre matériel et la sécurité de la technologie avant qu'on l'utilise. Hein, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a des gens chez nous qui devraient se poser les mêmes questions et faire leur travail, hein, puisque avant de mettre un système, un SI, ben, faut la sécurité du système d'information, d'accord. Si ce système d'information utilise les mêmes puces, eh ben, tu peux te poser des petites questions, d'accord, parce que tu vas avoir des menaces persistantes, avancées, invisibles, indétectables. Et c'est le pire pour une armée, d'accord. Donc je vais m'arrêter là. Mais on a une norme FIPS 142 et on a le NIST, hein, le National Institute of Standards, qui est censé réguler tout ça. Le problème, c'est que, bien sûr, le NIST vérifie des soucis de vulnérabilité accidentelle dans les produits cryptographiques, mais pas celles qui sont intentionnellement cachées, créées par un adversaire qui est déterminé et qui sait ce qu'il fait. Hein, et de toute façon, ils n'ont pas le temps. Quoi. Hein, c'est comme l'ANSSI ne peut pas auditer toutes les puces. Hein, il n'y a pas assez de monde. Il faudrait recruter. Hein, et pas qu'un peu. Hein. Donc voilà. Et puis en plus, ça demande des moyens aussi qu'on n'a pas encore forcément. Hein, puisque je vous dis là, on est dans l'infiniment petit. Donc encore une fois, hein, ça ne fait que souligner, et c'est les différents intervenants, en tout cas ceux qui ont osé parler, hein, notamment le département du commerce, qui soulignent la complexité de naviguer à vue dans ces soucis de chaîne d'approvisionnement en matériel informatique. D'accord. C'est un oubli ou c'est une grosse faille, c'est volontaire ou pas, mais si on constate, hein, et là malheureusement bah, la constatation est faite, des gens ont commis des erreurs et ces produits ont pénétré certains environnements classifiés, d'accord, militaires et comment dire, des armées et du gouvernement fédéral américain.